Bienvenue dans Capitaine au Capitaine, le podcast pour réinjecter du sens dans nos existences et être les capitaines de nos vies. Je précise aux auditeurs qui nous suivent d'habitude sur les plateformes d'écoute que ce podcast est aussi disponible en vidéo sur YouTube. Il s'agit là d'une première et d'un essai que je réalise grâce à mon ami Didier qui est derrière les caméras, que je remercie au passage. Je suis aujourd'hui à Paris pour aller à la rencontre de François Drillon. François Drillon s'active pour rendre ses clients aussi riches que sa vie ne l'est. Directeur général du cabinet Executive Selling qu'il a créé en 2013, François a une carrière, ou plutôt plusieurs carrières, communication, formation, vente, puis dirigeant, plusieurs carrières bien fournies. Et il est depuis peu l'auteur d'un ouvrage ou d'un livre qui s'intitule « Vendre aux exécutives » où il livre ses secrets pour booster les résultats des commerciaux dans un contexte de vente complexe. Si on en sait un peu moins sur sa vie privée, elle a été jusqu'à présent de son propre aveu truffée de rebondissements. Plusieurs fois par semaine, il abreuve ses quelques 20 000 abonnés sur LinkedIn de ses réflexions et de ses analyses. Il est aussi direct que caustique et se décrit comme un spécialiste du bon sens. François Drillon est un capitaine décomplexé qui assume ses convictions et il est mon invité du jour. Bonsoir François. Bonsoir Baptiste. Alors on est ici dans tes bureaux près de la porte de Versailles. Merci de nous recevoir déjà à domicile. Bienvenue. Pour situer un petit peu, nos premiers échanges datent d'il y a à peu près 3-4 mois je crois et tu as piqué ma curiosité à travers un post sur LinkedIn où pour la première fois je crois tu osais parler, te dévoiler un petit peu plus et parler un petit peu de toi. Et j'avais été touché par la sincérité du message qui décrivait en gros les aléas de ta vie, alors certains agréables, d'autres peut-être moins réjouissants. Et tu terminais sur ta conclusion, c'était l'éloge du mouvement. J'en lis juste un très court passage pour que nos auditeurs se situent. Le secret selon moi pour vieillir moins vite, le mouvement. Toujours bouger, essayer, apprendre, être insatisfait de soi par principe, ne jamais croire que l'on est arrivé où que ce soit. Accepter l'incertitude, oser l'inconfort, accueillir l'improbable. Choisir la douleur de l'effort à celle des regrets. Dans son corps et dans sa tête, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je n'ai pas été apparemment le seul à m'identifier à ce post, puisque je crois qu'il a été un peu viral, comme on dit aujourd'hui, plus d'un millier de likes. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cet article ? Alors, je vais te répondre juste en préambule, en réfléchissant tout à l'heure à cet entretien. Je suis à la fois très heureux et en même temps très perplexe. Alors évidemment, je suis très heureux pour une raison simple, c'est que si j'ai bien compris, on va parler de moi. Et en réalité, on va pas se dire les choses autrement, j'adore ça. C'est, à titre personnel, un des sujets qui me passionne le plus. Et d'ailleurs, cette conversation qu'on va voir, moi j'ai l'impression de l'avoir eue des dizaines de fois avec moi-même. Ce qui n'est pas habituel, c'est de l'avoir avec quelqu'un d'autre. Et en fait, perplexe, pourquoi ? Parce que la question que je me pose, mais vraiment sincèrement, c'est à quel point c'est intéressant pour les autres. C'est pas une question de pudeur. C'est plus une question de, c'est pas parce que mon expérience, ma vie est ce qu'elle est, qu'il y a une quelconque leçon à en tirer. C'est plus ça qui m'interpelle. Voilà. Après, c'est ton job et je te laisse libre d'en juger de l'intérêt. Pour revenir sur ta question, en fait, ce poste, je me rappelle très bien. J'étais en mer Rouge, et j'avais pris quelques jours pour faire un stage de kitesurf. Et en fait, j'avais découvert le kitesurf pour la première fois quelques semaines avant, et j'adore ça, même si à ce stade-là, j'avais encore beaucoup de mal à sortir de l'eau. Et donc justement, pour enchaîner, j'avais annulé quelques rendez-vous début septembre pour pouvoir repartir, et voilà. Et en fait, dans mon entourage, pas mal de gens me disaient, mais t'es pas bien, quoi. Tu démarres pas le kitesurf à 57 balais. Et à la fois, évidemment, j'étais un peu fier qu'on me dise ça, mais en même temps, ça m'interpellait sur le pourquoi je ne devrais pas démarrer le kitesurf à 57 ans. Et comme du coup, j'avais un peu de temps, puisque j'étais en mode vacances, je me dis, tiens, finalement, en fait, quand je regarde en arrière dans ma vie, j'ai passé ma vie à démarrer des trucs, à les arrêter, à les poursuivre. C'est un truc tout bête, mais qui fait marrer pas mal les gens autour de moi, c'est que dans Paris, je me déplace avec une gyroroue, tu sais, ce qui n'est pas habituel, et encore moins à cet âge-là, et voilà. Et donc, j'ai pas de limite dans ma tête, je dirais bien, aujourd'hui, j'ai pas de limite dans ma tête sur le fait de démarrer des choses, pour autant que je sois capable physiquement de les faire, évidemment.
Alors tu disais, je reprends ce que tu disais sur le côté perplexe, en quoi ça peut intéresser, mais ce poste, il a résonné pas que pour moi, il a résonné apparemment pour pas mal de gens. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses qui a résonné pour les autres dans ce poste? Je pense que, et c'est aussi mon expérience des réseaux sociaux, c'est que il y a beaucoup de gens qui donnent des règles sur comment servir des réseaux sociaux. J'ai pas trop de religion là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on aborde des sujets pas professionnels, mais qui touchent un peu à la vie personnelle, euh, ce qui fonctionne, entre guillemets, mais j'aime pas ce mot-là, c'est l'authenticité. Et évidemment, par définition, on ne triche pas avec l'authenticité. Donc, quoi qu'on livre, si c'est authentique, fatalement, ça résonne chez certaines personnes. Et selon moi, je me trompe peut-être, hein, mais selon moi, c'est ça qui fait que d'ailleurs, beaucoup de gens, indépendamment des likes, m'ont fait un retour en disant c'est bien, tu te livres, quoi. Tu y vas carrément, il y a pas mal de sujets qui sont abordés, donc voilà. Et quand j'ai démarré ce poste, en fait, ce genre de poste, tu mets 2 jours à l'écrire, parce que tu l'écris, tu reviens dessus, etc. Et au début, j'allais peut-être pas aussi loin, puis je me suis dit, bah vas-y, tant qu'à faire, qu'est-ce que t'as, pour que ça soit intéressant, on va jusqu'au bout. Ok. Voilà. Bah, justement, moi, tu disais le côté peut-être un peu perplexe, en quoi ça intéresse. Moi, je trouve que je vais à la rencontre de gens qui me semblent être des capitaines de leur vie, c'est-à-dire qui prennent leur vie en main et qui se fixent un cap, une direction, et puis je te suis un petit peu. Des fois, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais en tout cas, je respecte un mot que j'aime bien, c'est le mot de congruence, de tendre. On a tous nos paradoxes, mais en tout cas, tu m'as l'air d'avoir ce rapport sain avec toi-même, d'être honnête avec toi-même. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de t'interviewer et d'interroger aujourd'hui. Merci. Et j'espère que ça résonnera chez plein d'autres personnes. Tu as ta manière à toi d'être capitaine de ta vie, mais il y en a plein. Toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens aujourd'hui capitaine de ta vie? C'est quoi les différents ingrédients? Notamment dans le domaine professionnel, moi j'ai créé ma boîte, ça fait 9 ans maintenant. Avec tous les côtés extrêmement positifs et parfois les difficultés, peu importe. Mais en fait, pour faire court, et c'est vraiment la lecture que j'en ai, hein, je suis passé d'une situation en tant que salarié où j'étais au service du rêve des autres, à une situation où je suis au service de mes rêves et j'accomplis mes rêves. Alors, j'ai réussi pas, c'est presque un second sujet. Mais voilà, je suis en autonomie, je suis en liberté. Si je réussis, c'est moi. Si je me plante, c'est moi. Je prends mes décisions. C'est peut-être la première fois dans ma vie que j'ai été totalement autonome sur la prise de décision professionnelle. Donc, c'est un changement radical. Et ça a été évidemment un gros saut dans le vide, comme tous les gens qui montent leur activité. Donc, bon, après, à quel point je suis évidemment, on ne maîtrise pas tout. Donc, tout comme un capitaine, il affronte ses tempêtes et son calme plat. Mais c'est sûr que je suis aux commandes et je me sens beaucoup plus à l'aise que je ne l'avais imaginé à l'époque. Enfin, avant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'avant-après. C'est bizarre, mais je pense que les gens qui sont lancés dans l'entrepreneuriat un peu sur le tard comprennent ça. Tu disais, maintenant, avant j'étais au service du rêve des autres, maintenant c'est quoi ton rêve d'un point de vue professionnel du coup? C'est de créer, dans mon domaine, moi je suis très spécialisé sur un sujet qui est les compétences commerciales plutôt de commerciaux à haut niveau. C'est de créer une approche, une démarche commerciale, une méthode commerciale, un modèle de vente qui puisse faire référence. Donc je suis parti d'emblée avec une ambition, parce que ça peut sembler très présomptueux ce que je dis, bien sûr, mais je suis parti d'emblée avec une ambition. Les gens me regardaient avec un peu un sourire, enfin amusé, en disant il est gentil, mais personne ne l'a attendu. Évidemment, personne ne m'a attendu. Et ça prend du temps, mais brique après brique, je sais que je suis sur la bonne voie. Et donc c'est une satisfaction personnelle immense, évidemment. On reviendra sur le côté professionnel tout à l'heure. D'une manière plus générale, je m'étais intéressé en préparant, de me demander, ça avait été quoi, en lisant ton post justement, c'était quoi les grands déclics de ta vie? Tu sais, on a des moments charnières, des fois des tournants. Ça a été quoi les grands tournants ou les grands déclics? C'est probablement à la fin de la quarantaine.
de prendre conscience que j'étais pas en contrôle de grand-chose et qu'il y avait assez peu de chances que les choses s'améliorent toutes seules naturellement par l'intervention du Saint-Esprit, et que j'avais en gros le choix entre continuer à laisser filer en comptant sur le hasard et la chance, ou à un moment donné me remettre aux commandes, quoi. C'est dit comme ça, c'est d'une banalité absolue évidemment, mais c'est cette prise de conscience. Qui est lié justement à la création de cette entreprise ou... Qui est lié à ce qui s'est passé avant la création de cette entreprise. Avant la création de cette entreprise, j'étais salarié dans une très belle boîte internationale. J'avais un job de senior director, ce qui sonne très très bien sur le papier. Et j'avais 48 ans. Et comment dire, évidemment, donc je sors de cette boîte. Le réflexe naturel, c'est d'aller chercher un job équivalent dans des boîtes équivalentes. Il y en avait pas mal que ça pouvait intéresser ou qui ont manifesté leur intérêt. Et j'étais reparti pour 3 ans. Donc je me serais refait sortir à 51 ou 52. Et voilà. Et aller jusqu'à 62, maintenant 64, et peut-être plus tard, aurait été évidemment de plus en plus compliqué. Et qui plus est, c'est des jobs. En tout cas, moi j'ai un regard sur le monde de l'entreprise qui est à partir de la cinquantaine, il y a 2 catégories. Il y a la Ligue des champions et il y a les autres. Pour moi, la Ligue des champions, c'est des gens qui sont vraiment au niveau directeur général. Ces gens-là, ils sont bankable, comme on dit, je pense, jusqu'à la fin de leur carrière. Et on les arrache à prix d'or. Et puis il y a tous les gens qui sont en dessous, de gens qui sont payés au SMIC, jusqu'à, moi j'avais un excellent salaire évidemment, mais qui sont des gens en réalité, dans la catégorie dans laquelle je boxais, entre guillemets, j'avais à la fois énormément de responsabilités et aucun pouvoir. Aucun pouvoir budgétaire, aucun pouvoir de décision. Ça, les responsabilités, j'en avais évidemment. Donc quand on prend conscience de ça, on s'aperçoit qu'on est juste une ressource humaine, relativement corvéable, parce qu'évidemment, quand on a des jobs comme ça, on bosse pas mal. Mais bon, mais en fait, pour faire court, ça mène nulle part, quoi. Ça mène nulle part. C'est-à-dire que le contenu du job... ok, on peut se raconter que c'est intéressant parce qu'il faut bien se lever le matin, mais ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Et puis on a l'impression de tourner en rond au bout d'un certain nombre d'années. Donc la question c'est, ok, est-ce que je fais encore 20 ans comme ça, en croisant les doigts pour que tout se passe bien, ou est-ce qu'à un moment donné... Et finalement, quand j'ai quitté cette boîte, ce qui était un départ subi et pas choisi, évidemment, comme tout départ subi sur le moment, c'est pas une bonne nouvelle. Et on se dit, zut, pour être poli. En réalité, avec le recul, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Jamais j'aurais créé cette entreprise si je n'avais pas quitté la précédente, forcé. Ok. Et là, tu es parti sur l'angle professionnel, mais d'un point de vue personnel, souvent il y a des choses qui résonnent en parallèle. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été des tournants je dirais que c'est pareil. Alors moi j'ai une vie personnelle. D'abord j'ai eu jusqu'à présent la chance d'être en bonne santé, donc ça c'est déjà. Et j'ai beaucoup d'exemples autour de moi qui montrent que c'est vraiment une chance. Même si tu disais dans le post que tu as croqué la vie par les deux bouts. Oui, j'ai vraiment. T'en as profité, a priori. Ceux qui me connaissent le savent, et j'ai vraiment effectivement. J'étais un gros fêtard, pour faire simple, et j'ai adoré ça. Et j'étais un fêtard sur le tard, c'est pas un jeu de mots. Donc, mais c'est un côté aussi ado attardé que j'assume. Et moi j'ai l'habitude de dire que j'ai fini mon adolescence assez récemment, en fait. Et bon, il y a un moment donné où on a envie de passer à autre chose, c'est-à-dire que voilà, on a envie de se calmer, on a envie de plus de calme, plus de sérénité. On a, fait le tour de tout, de ce type de vie, et voilà, donc c'est un moment où j'ai eu aussi envie de calmer le jeu, en termes de style de vie, d'hygiène de vie, de relations sentimentales. J'ai eu des très très belles histoires longues, des très très belles plus courtes. Oui, tu dis que tu as eu 5 femmes de ta vie. Oui, si je dois recompter celles qui ont vraiment compté, j'en identifie 5, oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, il n'y a pas de bien sûr, mais j'en identifie quelques-unes, oui. Mais bon, ça pourrait être une. Donc, vous voyez, le simple fait qu'il y ait 5 de ma vie, c'est une grille de lecture.
Ok, donc c'est plus l'aspect professionnel ou qui... Ça va ensemble parce que créer son entreprise, c'est surtout au démarrage, c'est assez challenging, comme on dit, dans sa tête. C'est-à-dire qu'on se pose plein de questions sur sa légitimité, sur sa capacité à, etc. Et le fait d'avoir en parallèle une relation personnelle, sentimentale, extrêmement stable, qui sert de point d'appui, avec quelqu'un en qui on a confiance et qui nous fait confiance, ça aide énormément. Et je me pose souvent la question de est-ce que j'aurais réussi à faire ça, à démarrer ça sans ce pôle de stabilité personnelle à côté, et ce qui était relativement nouveau pour moi, hein, d'avoir un pôle de stabilité personnelle. C'était le bon moment pour tout un tas de raisons. Donc voilà, les planètes se sont alignées et puis après on pourra parler de ce qui fait que j'ai pris la décision, parce qu'à un moment donné dans une histoire comme ça, il y a un moment précis qui est la décision. Tu veux nous en parler maintenant ? Et il y a avant et après la décision. Ben oui, si tu veux. Moi, j'ai des amis autour de moi qui ont été des créateurs d'entreprises dans l'âme depuis l'âge de 15 ans, quoi. Et qui ont toute leur vie été à la recherche d'opportunités pour monter des boîtes, etc. Et je suis très admiratif de ça. En ce qui me concerne, j'ai pas imaginé une seconde, jusqu'il y a 9 ans, monter ma boîte. Et je dirais même que j'ai été élevé dans des croyances assez auto-limitantes sur le sujet. Ça, c'est mon histoire familiale. Comme quoi, j'étais pas capable, etc. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais quasiment écarté par principe, sans vraiment m'interroger sur le sujet, pendant très longtemps. Et quelque chose que j'ai pas vraiment envisagé. J'envisageais vraiment ma vie professionnelle à travers le salariat, en me disant que il fallait que j'ai des bons jobs dans des belles boîtes. Point barre. À 48 ans, les options, c'est celles que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir des jobs pas très intéressants et un niveau de risque croissant avec les années qui passent. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que tu te mets à ton compte ? Et je voyais pas mal de gens autour de la cinquantaine, en gros, sortir des organisations qui n'en veulent plus, pour se mettre à leur compte et faire notamment du consulting. Le problème que j'observe chez les gens qui, vers 50, 55 ans, se mettent à leur compte pour faire du consulting, c'est que c'est pas toujours une réussite. Souvent, ils font du consulting, mais avec une approche qui consiste à dire, dans un domaine assez large, je fais tout ce que vous voulez. L'idée derrière, c'est de ne pas rater une opportunité de business. Mais du coup, leur positionnement est assez flou. On ne comprend pas très bien où est leur valeur. Et ce que j'observe souvent, c'est que ça marche bien pendant 2-3 ans, parce que évidemment, on a un réseau, et donc on a pas mal de potes qui sont susceptibles de nous donner des missions. Et puis au bout de 3 ans, on a fait le tour du réseau. Et les gens, ils vont peut-être nous faire bosser parce qu'on démarre, mais à un moment donné, ils ne vont pas nous faire bosser toute notre vie. Et donc là, on se retrouve face à ce que j'appelle la réalité du marché. La réalité du marché, c'est pas les potes. La réalité du marché, c'est les gens qui ne nous connaissent pas. Et évidemment, dans ce contexte-là, avec une offre qui n'est pas claire, un positionnement qui n'est pas lisible, ça ne fonctionne plus. Et là, pour le coup, je me permets de t'interrompre parce que ta foi en ton projet et donc dans la vente, dans ta capacité à vendre, et tu as des expériences passées qui t'avaient montré que tu étais capable de vendre. Donc si tu es capable de vendre pour le rêve d'un autre, qu'est-ce qui fait que tu ne te faisais pas confiance pour aller vendre quelque chose qui était toi ? Oui, alors pour moi, l'enjeu, c'est pas de me vendre moi. D'ailleurs, je n'ai pas appelé la boîte François Drillon Consulting. En fait, ce qui a vraiment fondé cette décision, c'est que pour moi, il y avait un sujet à l'époque et qui existe toujours, qui était que ce sujet de comment attaquer les comptes commercialement. Là, je rentre dans la technique de mon métier, mais comment attaquer les comptes par le haut et vendre à haut niveau et faire ce qu'on appelle du top-down plutôt que du bottom-up. Ce sujet était de plus en plus important pour les entreprises au niveau des organisations commerciales, d'une part, et globalement pas du tout adressé par le marché, ou adressé de manière non satisfaisante par quelques boîtes américaines. Et donc, et que ce sujet n'était pas prêt de disparaître. Et donc, il y avait un boulevard là-dessus. Donc, il y avait un marché,
Et 2, je commençais à avoir des sacrées convictions sur la manière de faire. Et que le sujet m'intéressait bigrement, parce que je ne l'aurais pas fait si ça ne m'avait pas intéressé. Donc j'avais des convictions, j'avais la vision qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau, disruptif, intéressant. Moi j'aime bien la disruption, ça m'intéresse, ça m'excite la disruption. Qu'il y avait quelque chose de nouveau à construire. Alors je ne savais pas du tout comment, mais j'avais cette intuition-là. Et je me suis dit, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui me connaissent bien, et tout le monde m'a dit, mais vas-y, fonce. Et le déclencheur, tu parlais d'un moment précis ? À un moment donné, c'est de se dire, toutes les planètes sont alignées, tu as la vision du truc. J'ai démarré par un truc, en fait, que je trouve être une bonne idée avec le recul, c'est que, j'ai parlé de mon projet à des copains, ils m'ont tous dit, c'est super. C'est pas une information stratégique, en fait, hein. Et donc, en fait, j'ai demandé à des copains, je leur dis, donne-moi 2-3 noms de gens que tu connais, dont je ne connais pas, qui sont potentiellement dans ma cible, en gros, et que je peux aller voir. Et donc, je me suis retrouvé à avoir 15 rendez-vous avec des gens qui ne me connaissaient pas. Donc, il y avait qui étaient redevables de rien vis-à-vis de moi et qui n'étaient pas là pour me faire plaisir. Pour leur donner ce qui était à l'époque les premières bribes assez embryonnaires de mon projet et pour avoir leur réaction. Une sorte de crash test, quoi. Voilà, une sorte de crash test. C'était une très bonne expression. Et globalement, il y a eu une quasi-unanimité pour dire que le sujet était un vrai sujet. Après, la manière dont je comptais l'adresser n'était pas nécessairement la bonne, mais qu'il y avait un vrai sujet, une vraie attente. Et plusieurs personnes m'ont dit, dès que vous êtes prêts, appelez-moi. Et là, ça a fait basculer. Je me suis dit, écoute, vas-y. Tu seras toujours à temps dans un an ou deux, si jamais les résultats n'étaient pas là, de faire demi-tour et de revenir sur tes voies classiques. Mais voilà, je me suis dit, lance-toi, vas-y. Et à partir du moment où la décision a été prise, je ne me suis plus posé de questions. C'est-à-dire que la difficulté, c'est avant, parce qu'on se dit j'y vais pas, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis légitime, toutes ces questions. En ce qui me concerne, en tout cas, une fois que la décision est prise, 1, j'étais dans l'action, 2, je me projetais vers l'avenir, et 3, je me posais plus de questions. Pas d'état d'âme, quoi. Plus d'état d'âme. Tout à l'heure, tu as évoqué le mot valeur. J'avais envie de te poser, des fois on emploie ce mot-là, les valeurs cardinales. C'est-à-dire qu'on a tous un certain nombre de valeurs, un peu, mais quelles sont peut-être celles qui sont des drivers un peu pour toi, plus fortes que d'autres. Tu parlais du sport dans ce poste avec, je pressens, je suppose, le dépassement de soi, mais quelles sont tes valeurs cardinales, comme on dit ? Certainement le dépassement de soi, comme je le dis... c'est jamais s'installer, alors des fois un peu quand même, ça fait du bien, mais pas trop longtemps dans sa zone de confort. Pourquoi ? Je me fais un peu l'avocat du diable, parce que il y a des gens qui vivent très bien quelque part dans l'instabilité. Pourquoi c'est pas bien de rester Je sais pas d'où ça vient, mais moi je m'emmerde vite dans la zone de confort en fait. Donc moi, j'ai besoin de nouveautés, d'excitation, de challenge. Donc, j'ai presque envie de dire par satisfaction intellectuelle. Il n'y a pas un matin sous la douche où je ne me pose pas la question sur ma boîte ou sur tel dossier en particulier, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Je ne trouve pas toujours la réponse. Hein. Je passe pas 3 heures sur la douche non plus. Donc... mais voilà, c'est ce sentiment de vouloir toujours améliorer les choses. Ok. Dépassement de soi qui revient au côté disruptif. Ensuite, l'intégrité. Pour moi, c'est un sujet qui n'en est pas un. C'est-à-dire que... c'est un vrai motif de me fâcher avec des gens, la question d'intégrité. Parce que j'ai été élevé comme ça, là pour le coup, je ne sais pas pourquoi l'intégrité, mais j'ai du mal à concevoir les choses autrement. Et puis le courage. Alors, je ne sais pas si je suis courageux, c'est encore une fois très présomptueux de dire que je le suis. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne le sont pas. C'est quoi être courageux pour toi ? Parce que courage, c'est une valeur morale qui donne... Oui, c'est oser prendre des risques, c'est oser dire des choses qui sont difficiles à entendre. Voilà. Ok. C'est précisément, puisque tu parles de valeurs, c'est... agir en cohérence avec ses valeurs, quelles que soient les conséquences. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne définition du courage, mais c'est celle qui me vient à l'esprit là maintenant.
Après, on a tous aussi nos petits paradoxes, quelque part, on n'est jamais... mais en tout cas, tendre vers ça, quoi. Tendre vers ça, bien sûr. Peut-être une autre indication d'où ça te vient. J'ai noté que tu avais eu une expérience dans ta jeunesse de chasseur alpin. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que tu en as dégagé en termes d'expérience de vie ou d'apprentissage? Écoute, c'était l'expérience... je pourrais en parler des heures, tellement c'est une chouette expérience. J'ai appris 2 choses, en fait. Le contexte, c'est que je sors de ma 3e année de l'EM Lyon, en l'occurrence. Et donc, positionnement du jeune étudiant qui sort de l'EM Lyon à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que je suis un futur roi du monde. Voilà. Et à mon époque, le service militaire existait encore, la conscription existait encore. Sur les 180 élèves de la promo, je pense que 100 se sont fait exempter du service militaire. 78 ont fait la coopération. Un qui est un ami avait fait Saint-Cyr avant l'école, donc le problème ne se posait plus pour lui. Et moi, je suis parti à l'armée comme 2e classe. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient partis comme sous-officier, comme officier, comme lieutenant. Alors moi, j'avais cherché à faire, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y a un truc pour partir plutôt comme aspirant, parce que bon, aspirant lieutenant. Et puis j'ai raté parce que physiquement, je n'étais pas au point, donc je suis parti comme 2e classe. Et donc, sur les 180, qui est un peu ma référence, je suis le seul à être parti comme 2e classe. Et j'avoue que quand je suis arrivé à l'armée, ils m'ont un peu regardé avec des yeux ronds en disant « Mais c'est pourquoi il fait son service? Pourquoi il arrive comme 2e classe? Qui c'est ce type-là » Et donc tu démarres, tu te retrouves dans des chambrées de vin, où tu es vite identifié comme l'intellectuel de service, et d'être confronté à des gens, évidemment, de toutes origines, moyennes, élevées, modestes, mais bon, ça remet les pieds sur terre. Donc, la première grande vertu de ce truc-là, c'est que ça remet les pieds sur terre. Et puis quand évidemment, c'est assez sportif. Humilité, c'est ça? Ouais, c'est l'humilité, c'est l'humilité. Et puis bon, chasseur alpin, c'est pas facile, hein, donc... évidemment, dans l'armée, on garde toujours que les bons souvenirs, hein, mais sur le moment, on aimerait parfois être ailleurs, hein, donc c'est dur physiquement. Et ça remet en phase le fait qu'on n'est pas juste un cerveau bac+5, qu'on est un être humain fait de chair et d'os. Donc ça permet de se recaler là-dessus. Et puis le deuxième truc que j'ai retenu, c'est qu'en fait, j'ai très vite compris comment ça fonctionnait, l'armée, et j'ai très bien compris le système, ce qui fait que j'ai réussi à l'utiliser à mon avantage. Pour avoir en gros ce que je voulais, c'est-à-dire en gros être quasiment chez moi à Lyon à l'époque tous les week-ends. Et en compensation, je faisais un certain nombre de choses dont j'avais bien compris que ça me permettait en termes de négo d'avoir à peu près ce que je voulais. La malice, c'est un truc que tu aimes bien. Ouais, c'est ça. J'ai été très malin sur ce coup-là et voilà. Et je retombais je rangeais les papiers l'autre jour. Là, je retombais sur. J'ai eu la lettre de félicitation du chef de corps, le colonel Bachelet à l'époque, qui a eu une belle carrière ensuite, et j'ai même eu la médaille de bronze du service, médaille de bronze de la Défense nationale, qui est accordée à des gens qui ont fait leur service dans des conditions un peu exceptionnelles. Voilà. C'est juste que j'ai fait particulièrement bien mon job. Et je me suis dit, de toute façon, tu es là pour 1 an. Donc après, tu as 2 possibilités. C'est soit tu t'adaptes et tu tires tout ce que tu peux apprendre, et soit tu râles pendant 1 an, ça va être long. Hein. Donc j'ai choisi plutôt la première option. Voilà. Mais c'est un super souvenir. Oui, je me dis qu'il y a beaucoup de solidarité. Ça crée aussi beaucoup de solidarité, puis face à l'effort, et puis aussi l'esprit de groupe, quoi. Bien sûr. Et puis alors, évidemment, j'ai eu une progression. J'ai jamais eu une progression managériale aussi rapide, puisque en 1 an, j'ai fait dans l'ordre première classe, deuxième classe, caporal-chef, sergent. Voilà, donc 5 promotions ou 4 promotions en 1 an. Mais ce qui veut dire aussi que très vite, on se retrouve à encadrer des gens qui étaient au même niveau que soi 15 jours avant, 2 mois avant. Donc c'est aussi en termes d'humilité intéressant. Est-ce que tu as puisé des choses qui sont applicables dans un contexte managérial, justement, ou est-ce que le contexte militaire, entre guillemets, est un contexte particulier C'est un contexte particulier parce que on parle plus de commandement que de management, donc ça simplifie les choses. Et en même temps, il y a énormément de points communs, parce qu'à un moment donné, c'est des êtres humains, et puis, comme on dit, enfin, on allait aussi boire une bière ensemble au foyer. Ce qu'on appelle le foyer, c'est le bar ou la cantine du régiment. Donc,
Donc on ne peut pas non plus jouer au petit con sous prétexte qu'on a une barrette de plus. T'étais pas capitaine par hasard, non? Non, j'étais pas capitaine. Capitaine, c'était au-dessus. C'était les officiers, capitaine. Okay. Alors tu parles aussi assez ouvertement de ton expérience dans la franc-maçonnerie pendant 4 ans. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à... T'as dit... Enfin, ma question, c'était pourquoi avoir arrêté? Qu'est-ce qui... La franc-maçonnerie est une organisation humaine, pour faire court, et comme toute organisation humaine, elle a ses biais d'organisation. Et j'avais probablement fantasmé ce que pouvaient être les francs-maçons en termes d'idéal et de pratique, et je n'ai pas retrouvé mon fantasme. Donc, et j'ai vite compris que effectivement, c'était les mêmes biais que dans à peu près n'importe quelle entreprise, avec en plus l'habillage hypocrite de valeurs morales supérieures. Donc voilà, pas aligné. Bon, je sais que c'est un peu dur, hein, mais... Non, mais écoute... Mais après, bon, encore une fois, et je connais des gens très formidables qui sont très épanouis là-dedans, et j'ai presque envie de dire qu'ils font une belle carrière, mais là, cette simple phrase en dit long. Qu'est-ce que tu en retires de positif aussi? J'imagine que si tu y es resté 4 ans, c'est qu'il y avait des choses intéressantes aussi que tu en retires. Qu'est-ce que tu as fondamentalement appris, peut-être? Qu'il y a d'autres églises que l'église catholique et protestante et musulmane. Ok, ça marche. Comment, alors on va basculer à un côté un peu philo peut-être, j'en sais rien. La question c'était, ce serait quoi un peu le fil rouge de ton existence? Il y a un texte que j'aime beaucoup de Steve Jobs, enfin un discours même de Steve Jobs, peut-être que tu le connais, face aux étudiants de Stanford en 2005, où il dit on peut jamais imaginer, créer des liens entre tout ce qu'on fait en essayant de regarder vers l'avant, mais quand on se retourne un peu, on arrive à connect the dot, lui il dit, à relier les points. Toi, ce serait quoi les points écoute, c'est drôle parce que je ne connaissais pas ce discours de Steve Jobs. Ouais. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que j'ai une carrière professionnelle assez décousue. J'ai commencé, moi, dans le domaine de la publicité et de la communication. J'étais conseiller, fait du conseil dans ce domaine-là, en agence de com, pendant des années. C'était ma passion quand j'étais étudiant. Et j'imaginais bien sûr faire toute ma carrière là-dedans. J'y ai fait un peu moins de 10 ans. J'ai pris un virage, mais pas 180, mais à 90 degrés en rejoignant le domaine de la formation, que je connaissais rien, que j'avais jamais pensé une seconde. Virage qui a été pris en 72 heures à l'époque, un peu sur une opportunité. Alors je suis resté dans ce domaine, mais avec différentes expériences, puisque j'étais chez un cabinet de conseil, chez un prestataire en quelque sorte. Ensuite j'ai rejoint mes principaux clients, maintenant j'ai monté ma boîte. Tout ça tout ça a un peu ni queue ni tête. La vente, c'est vraiment un truc. Moi, quand tu me disais il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans, est-ce que tu imagines être dans le domaine de la vente? Pour moi, la vente, c'était pas assez intelligent pour moi. Consultant, oui, encore ça allait, mais vendeur, commercial, j'avais une image pas terrible du truc, quoi. Alors, être commercial un jour, voire faire autorité, en tout cas sur une petite partie du sujet plus tard, c'est un truc absolument incroyable pour moi. Donc tout ça ne s'aligne pas, et quand je regarde aujourd'hui les compétences dont j'ai besoin pour faire le métier que je fais, j'ai vraiment cette impression-là que l'espèce de, je sais pas, de fil de destin, connect the dots, comme tu dis, qui fait que, voilà, à tel moment j'ai appris telle compétence, à tel moment j'ai appris telle chose. Les gens me disent, mais c'est vachement bien tes documents, le marketing, tout ça, c'est impeccable, tu bosses avec quelle agence? J'ai pas d'agence, mais voilà, ça c'est ce que j'ai appris quand j'étais dans le domaine de la com. Voilà, donc c'est exactement... J'en veux un peu à Steve Jobs de m'avoir piqué ce idée. Il était un peu devancé sur ce coup-là. C'est clair. Mais du coup, quel mot tu mettrais derrière ça? Quand tu dis c'est le mot de compétences, les compétences que tu voulais développer en fait? Non, c'est pas des compétences que je voulais développer, mais je m'aperçois aujourd'hui que ce que je fais est très en lien avec les compétences, comme si, sans le savoir évidemment à l'avance, je m'étais préparé. Comme si toute ma vie m'avait préparé à faire ce que je fais. Alors, et après, il y a 2 lectures possibles. La première lecture, c'est sans me rendre compte, je me suis préparé toute ma vie à faire ce que je fais. Deuxième lecture possible, inconsciemment, j'ai trouvé le job ou l'activité qui me permet de mettre en musique tout ce que j'ai appris auparavant. J'ai pas la réponse. Pourquoi alors j'en reviens à ça. Si c'est ce qui te tient au trip d'être référent dans un
dans ce que tu fais. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi d'être référent? Est-ce que c'est pour l'ego? Est-ce que c'est pour la postérité? Est-ce que c'est pour, j'en sais rien, une contribution à la société? Qu'est-ce que tu mets derrière? Pourquoi c'est un rêve? Pourquoi ça te tient tant aux tripes? C'est une bonne question et je suis bien ennuyé pour te répondre. Alors, évidemment, il y a l'ego. Ça serait mentir que de dire que ça ne fait pas plaisir d'être reconnu dans ce que je fais pour la qualité et la pertinence de ce que je fais. C'est aussi l'envie de laisser une trace. Bon, j'ai pas d'enfant. Bon, la vie n'est pas finie, hein, mais j'ai pas d'enfant. Assez peu de chances que je me lance dans l'aventure aujourd'hui. Mais je me dis pas, c'est pour compenser le fait que j'ai pas d'enfant. C'est pas ce qui me vient à l'esprit. Donc, à partir du moment où un sujet me passionne, bah, j'ai envie d'aller au bout du truc. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a pourquoi se fixer des limites? Ouais. Bon, mes expériences, c'était la formation commerciale. J'aurais très bien pu me mettre à mon compte pour faire de la formation commerciale en freelance ou monter une petite activité. C'est vrai que j'ai eu l'ambition dès le démarrage de me dire, bon, crée cette boîte, organise cette boîte, crée du contenu dans cette boîte, comme si vous deviez être 300 dans 10 ans. Donc je suis parti avec ça. Industrialise tout le plus tôt possible pour jamais avoir à refaire la même chose 2 fois. Et un niveau de professionnalisme et de qualité en termes de livrables, ou de choses en tout cas visibles par tes clients, qui soit le meilleur possible au plan français, voire au plan international. Donc je suis parti avec cette... Voilà, alors évidemment on n'est pas 300, mais voilà, il y a cette ambition, il y a cette vision, qui pour moi est un moteur. Okay. Moi, il y a toujours quelque chose, il y a une phrase que j'ai appris il y a pas mal de temps quand même, qui m'a toujours interpellé, et je sais plus, enfin, en tout cas la reformulation que j'en ai, c'est on fait beaucoup moins de choses que ce qu'on voudrait en 1 an et beaucoup plus qu'on ne l'imaginait en 10 ans. Et je constate ça année après année, c'est-à-dire que tu m'aurais dit il y a 9 ans que j'aurais les clients que j'ai aujourd'hui et que j'aurais écrit un bouquin qui est un des best-sellers, en tout cas en ce moment, j'aurais été assez surpris. Et en même temps, chaque année, je me dis, bah, t'as pas fait grand-chose cette année. Hein. Voilà, donc c'est le mélange des deux qui... Mais j'ai toujours souvent cette phrase à l'esprit. C'est une phrase que je vois beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais je l'ai découverte récemment, mais je l'ai vue à plusieurs reprises, et ça me parle aussi. C'est vrai que, puis en plus, on est assez tôt dans l'année, donc on est au moment où on se fixe des résolutions, et en général qu'on a du mal à tenir. Mais en tout cas, moi, pour partager une lecture qui m'a assez impacté, qui était le livre de Harari, Sapiens, ça m'a reconnecté avec l'idée du temps long, et ça a eu un gros impact sur ma perception et ma lecture du monde, parce que il est quelque part dans ta bibliothèque, c'est ça? Ah oui, tu vois. Alors j'ai pas lu les autres, mais en tout cas... c'est pas la peine. Celui-là suffit. Ouais, c'est vrai. Le fait dans le monde des entreprises de dépasser le nombre symbolique de 144 aussi, à partir du moment où on est... Bon, c'est un nombre... voilà, c'est pas 144 piles, mais dans cette dimension-là, on peut plus connaître l'histoire de tout le monde, savoir comment tout le monde va, voir le prénom de tout le monde. Donc ça m'a posé beaucoup de réflexions sur comment fonctionnaient les organisations et peut-être les différents mots qu'il y avait, MAUX, dans les organisations. Et puis cette prise de conscience un peu émotionnelle du temps long, en fait. Je crois que notre époque, elle va tellement vite qu'on juge tout sur le temps court, et c'est encore plus sur l'actualité quotidienne. Mais d'avoir cette perspective lointaine, c'est quelque chose qui m'a... Voilà, et je relis ça à cette phrase-là, d'avoir une vision à 10 ans. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et sain que de se dire qu'est-ce que je veux accomplir cette année sans savoir pourquoi, en fait. Oui. Je suis totalement d'accord avec ça. Du coup, pareil, sur le plan pas forcément que professionnel, mais d'une manière générale, ce serait quoi ta plus grande fierté? Il y a une chose générale, mais finalement ça renvoie au poste dont tu parlais en introduction, c'est ma capacité, je dirais ma résilience et ma capacité à rebondir et à démarrer des choses nouvelles et à garder
un enthousiasme et une certaine fraîcheur qui va de pair avec une certaine candeur aussi. Moi, je revendique la candeur comme étant une qualité. Alors qu'il est plutôt de bon ton de jouer au type blasé quand on a soit un certain âge, soit un certain niveau de compétence. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des conditions très fortes sur plein de sujets, mais bon, voilà. Donc c'est cette espèce de résilience et de capacité de rebond. Et puis le deuxième point, c'est l'aventure professionnelle dont je te parle, Executive Selling, qui est effectivement un très grand motif de fierté. Je suis très fier de ce que j'ai construit déjà jusqu'à présent et on verra la suite, puisque leur définition elle n'est pas écrite. Et en fait, je suis très fier à travers cette entreprise parce que je suis pas fier du chiffre d'affaires, des dividendes, c'est pas ça le sujet. C'est que je suis très fier de constater à quel point j'apporte de la valeur à mes clients. Généralement, quand on démarre une boîte, la question qu'on se pose, évidemment, c'est comment je me crée un revenu qui me permet de vivre soit décemment, soit mieux. Et on raisonne évidemment avec cette logique de revenu, ce qui est légitime. Et moi, mais ça va de pair avec la vision. C'est vraiment la question que je me suis posée au début, c'est quoi la valeur que tu apportes à tes clients? Parce que si c'est pour proposer des formations commerciales, évidemment, il y en a 1 milliard, tu vas être laminé par le bas au niveau des prix, etc. etc. Donc sur quel sujet tu as telle compétence qui permet d'apporter quelque chose pour lesquels les gens sont prêts à payer parce qu'ils en ont pour leur argent. C'est un peu la définition de la valeur, pour moi. Ce pourquoi les gens sont prêts à payer plus que cela ne coûte. Et je suis parti sur une idée de cette valeur et j'ai réussi à traduire cette valeur, cette idée plutôt en réalité, en choses extrêmement concrètes, parce que les gens n'achètent pas des idées, ils veulent du concret. Et à enrichir au fil du temps et de manière permanente, et c'est probablement pas fini cette valeur. Et ça, c'est intéressant, quoi. Et après, la conséquence, c'est pour le. Mais c'est aussi, j'ai été guidé parce que souvent les consultants, ça a des citations dans tous les sens. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais il y en a quand même 2-3 qui m'ont marqué. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est une citation qu'on prête à Einstein. Je suis toujours un peu dubitatif. Ouais, on prête tellement de citations à Einstein qu'on se demande comment je pense qu'il a fait que ça dans toute faire sa la vie. physique à côté. C'est clair. Mais peu importe qui a dit ça, en tout cas, je garde l'idée, c'est ne cherchez pas à avoir du succès, cherchez à avoir de la valeur, le succès viendra tout naturellement. Et pour moi, tout est dit dans cette phrase. En fait, tu connais l'ikigai ? L'ikigai, c'est un outil qui est issu très utilisé aujourd'hui dans le monde de la connaissance de soi et du développement personnel, mais qui est issu de la culture orientale. D'accord. Et qui, ça signifie raison d'être, en gros, pourquoi on se lève le matin. Et en général, c'est présenté sous forme de 4 cercles. Ma compétence, donc ce que je sais faire, l'appétence, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, donc c'est l'idée de valeur, et ce pourquoi je peux être payé. Et quand on est aux interstices de ces 4 cercles, on est dans notre ikigai, dans notre raison d'être, et ça me rappelle un petit peu ce que tu viens d'évoquer. J'ai déjà vu les cercles, mais je n'avais pas mémorisé le nom du truc. Tu es dans ta raison d'être. La question pendante que j'avais c'est qu'est-ce qui te reste à oser du coup ? Toi qui aimes bien oser dans le dépassement de soi, t'es jeune, t'as encore la vie devant toi, donc qu'est-ce qui te reste à oser ? C'est quoi tes prochains défis ? Alors, 1, plein de choses, et 2, je ne sais pas. C'est-à-dire que par définition, c'est rarement des choses qui sont anticipables. Alors après, j'ai des projets. Les projets, c'est de continuer à faire grandir l'entreprise, c'est peut-être de m'associer. Jusqu'à présent, j'ai été tout seul. L'idée, c'est qu'au démarrage, tout seul, on va beaucoup plus vite. Mais encore une citation, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, la question que je me pose, j'ai pas la réponse, c'est à quel point je peux vraiment aller plus loin tout seul ? Parce qu'à un moment donné, il y a une limite de temps, il y a une limite de compétences. Voilà, je cherche potentiellement un associé. Écoute, c'est le moment petite annonce. C'est fait. Ou une associée. Oui, une associée. Ce qui serait aussi très intéressant et très riche. Voilà, mais je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça. Et moi, je dis, par rapport à ça, c'est pas une citation, mais c'est un peu un adage, c'est
faut d'abord être bien à 1 avant d'être bien à 2, avant d'être bien à 3. Et je pense que c'est vrai dans le business que dans la vie privée. Tu as utilisé tout à l'heure le terme de résilience, et c'est un terme que tu as utilisé puisque tu as aussi un petit... ça, c'est ton côté taquin, c'est ton côté caustique, puisque tu as un dictionnaire caustique sur LinkedIn de certains termes. J'ai l'impression que c'est justement un petit pic qui est adressé au monde du travail, mais je vais te laisser l'opportunité de dire pourquoi tu fais ça. Et il y avait ce mot de résilience que tu as toi-même cité, je donne la définition. Somme des efforts consentis pour ne pas crever tout de suite. Principe inventé par de lointains ancêtres, entre parenthèses lapins, cafards, bulots, et découvert en 2020 par de brillants sociologues qui tournaient en rond. T'as vu celle-là? Parce que je suis un... Alors, non, fervent défenseur de la langue française, non, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, j'aime bien prendre les mots au sérieux. Et c'est vrai que dans notre contexte actuel, il y a plein de mots qui sont vidés de leur sens et qu'on découvre d'un seul coup, et qui d'un seul coup sont utilisés à tort et à travers. Et peut-être que résilience fait partie des mots à la mode, mais voilà, c'est... Ça y est, c'est déjà en train de passer le mode, hein. C'est le principe des modes, c'est que ça ne dure pas. Ouais. Mais évidemment, dans le monde de l'entreprise, et moi je travaille beaucoup avec des boîtes américaines ou des boîtes qui sont à vocation internationale, donc qui utilisent le jargon américain, et donc il y a quand même un mot ou deux mots par phrase qui est un mot américain. Alors résilience en fait pas partie, mais dans mon dictionnaire, il y a beaucoup de mots américains. Et voilà, et tous ces mots, il y a un côté, comme tu le dis, un peu vide de sens. Ou plus exactement, c'est pas qu'ils sont vides de sens, c'est qu'il y a un gros décalage entre le sens originel et la réalité. Donc, comme mon esprit, comme tu le précises, taquin, je me suis dit, tiens, c'est amusant de... Et je me rappelle, un dimanche après-midi, je me suis dit, tiens, je vais prendre deux, trois mots, et puis voir ce que je peux trouver comme définition. Et puis j'en ai fait 30. Il dit, tiens, c'est intéressant, peut-être creuser le truc. Donc voilà, chaque week-end, j'en mets un. Ça fait pas une grosse audience, ça m'amuse de le faire. Et puis, il y a beaucoup de gens qui travaillent en entreprise qui me disent, voilà, j'adore parce que moi, je peux pas dire ça. Je peux pas, étant employé dans une entreprise, je peux pas m'exposer à dire ça. Mais peut-être que c'est pour ça que ça clique pas beaucoup, mais voilà, parce qu'ils peuvent pas s'exposer. Voir, je peux même pas m'exposer à le liker. Voilà. Et pour autant, j'adore. Ouais. Voilà, bon. Et du coup, quel est ton regard sur le monde, justement, de manière plus large de l'entreprise, justement, en général? Comment on explique un peu cette crise, peut-être que tu n'aimes pas ce terme-là, mais cette crise de sens un peu qu'on peut entendre ou par rapport au monde du travail, on en est où, là, selon toi? Alors d'abord, moi je pense que dans le monde de l'entreprise, la fonction commerciale est probablement une de celles qui est les mieux managées et dans lesquelles les gens trouvent le plus de sens. Parce que, encore une fois, eux apportent même de la valeur à leurs clients pour un peu qu'ils comprennent ce qu'ils vendent et qu'ils y croient. C'est aussi un métier dans lequel la rémunération est directement corrélée à la performance, ce qui a du sens. Hein. Donc je trouve que je suis très peu confronté dans les commerciaux que je rencontre, ou directeurs commerciaux que je rencontre, à ce côté perte de sens. Éventuellement, j'y suis confronté à un certain niveau hiérarchique où évidemment, on peut aussi se dire qu'à un moment donné, je suis comme un hamster qui tourne dans sa roue depuis 20 ans pour produire les plus 15% demandés par l'actionnaire, en l'occurrence des fonds d'investissement. Donc on peut aussi avoir cette lecture-là, mais globalement, il n'y a pas de sujet de perte de sens. Après, effectivement, je vois, comme tout le monde, beaucoup de gens qui parlent de ce sujet. J'ai peut-être un point de vue assez old school sur le sujet, mais la question que je me pose, elle est très simple, c'est est-ce que c'est à l'entreprise est-ce que c'est à l'entreprise de donner du sens à la vie de ses collaborateurs? Et je crois que j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas si longtemps, où je disais, à un moment donné, si votre boulot n'a pas de sens, changez-en. Et si vous n'avez pas la possibilité d'en changer, c'est qu'un job, c'est que 35 heures par semaine. Donc trouvez-vous des hobbies, considérez le job comme alimentaire, on ne fait pas dans sa vie, il y a le principe de désir, il y a le principe de réalité, on ne fait pas que ce qu'on souhaite. Donc bon, je comprends qu'à un moment donné, des gens soient évidemment pas tellement de marge de manœuvre au niveau professionnel. Heureusement, ils ont leur vie familiale, ils ont des hobbies, il y a plein de choses. Mais l'employeur n'a pas la responsabilité de donner du sens. Et à un moment donné, si effectivement on est dans une organisation où on trouve que
Et pour moi, c'est ça la limite. Puisqu'on parlait tout à l'heure des valeurs, on est en contradiction avec ces valeurs. Bon, dans ce cas-là, il faut prendre ses responsabilités. Alors, mais pas accuser l'entreprise. Non, je peux te rejoindre. C'est juste qu'il y a aussi, je constate aussi ce décalage-là, dont on parlait tout à l'heure, on s'amusait sur le terme résilience, mais aujourd'hui, toutes les entreprises du CAC 40, par exemple, sont des entreprises à mission et prêchent ça, alors que c'est pas forcément ce qui est incarné dans l'entreprise. Donc, moi, je te rejoins sur le fait de dire qu'on est capitaine de nos vies et que la victimisation n'est pas forcément une bonne solution, selon moi, et que quand on est bloqué dans un schéma, j'ai envie, moi aussi, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on reste à souffrir de quelque chose qui ne nous va pas pendant un moment. Et je me dis, de l'autre côté, les entreprises aussi tombent parfois, pas toutes, hein, dans ce jeu-là, de dire, venez, alors on a vu la mode des happiness managers, de tout ce côté épanouissement au travail, de développer les talents. Et en fait, il y a une réalité qui est celle de la performance, qui est celle aussi d'une société qui est jugée à travers ses résultats, à travers ses revenus, etc. Et de ce côté-là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un jeu de dupes. Donc, ouais. Il y a effectivement cette injonction contradictoire entre ce que demandent les actionnaires, qui est très clair, et en même temps, en tout cas dans certains business, une guerre des talents qui fait qu'il faut trouver des gens qui viennent bosser. Donc, on est obligé de leur faire miroiter un certain nombre de choses. Et ça a été très bien expliqué par de nombreuses personnes. Voilà, c'est un marché de dupes. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a un chef happiness officer que les gens sont engagés. Ça se saurait sinon. Donc oui, ça fonctionne pas. Mais c'est aussi, encore une fois, évidemment, les entreprises doivent progresser. Quand je dis qu'on ne doit pas attendre des entreprises qu'elles donnent du sens à notre vie, c'est pas pour exonérer pour autant à 100% les entreprises de leurs responsabilités. Je dis simplement qu'il ne faut pas tout attendre de l'employeur. Et nous, en tant qu'employés, on doit aussi... moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est salarié et qu'on commence à avoir 50 ans, on peut commencer à pressentir qu'on ne va pas aller au bout nécessairement dans le salariat et que si on fait quelque chose d'autre, qu'est-ce que c'est ? Et se préparer. Une transition professionnelle, ça se prépare. Moi, je m'en suis bien sorti alors qu'elle a été subie. Mais à la limite, c'est dommage. J'aurais pu être anticipé et prévu comme plan B au cas où. Donc, c'est des choses auxquelles, à mon avis, aujourd'hui, il faut réfléchir. Non, j'essaie de dire ça parce que je constate à quel point le monde du travail a énormément évolué en même pas 30 ans, hein, et qu'il y avait une promesse assez claire dans un monde peut-être un peu plus linéaire, je ne dis pas plus simple ou plus facile, mais dans un monde un peu plus linéaire où un même salarié pouvait traverser toute sa carrière dans le même métier, voire dans la même entreprise, ce qui n'est plus la norme aujourd'hui, même si ça peut encore exister. Et puis, il n'y a peut-être pas toute cette complexité que l'on a aujourd'hui avec l'apport du digital où tout va beaucoup plus vite, etc. Et j'ai l'impression que la promesse de l'entreprise, c'était d'abord et avant tout la sécurité, la carrière, le fait de pouvoir, si on est compétent et si on le mérite, pouvoir évoluer dans une structure. Et que comme on vit dans un monde incertain aujourd'hui, il n'y a plus cette promesse-là. Et de l'autre côté, nos conditions de vie se sont nettement améliorées et j'entendais moi beaucoup mes parents dire « je vais au boulot pour gagner ma vie ». C'est une expression qui m'a toujours choqué, interpellé en tout cas, parce que moi ma vie je l'ai, j'ai pas à gagner ma vie, mais je comprenais ce que ça voulait dire derrière. Mais j'ai l'impression que comme ça c'est plus ou moins acquis aujourd'hui, un certain confort minimum, aujourd'hui, notamment les plus jeunes et pas que, mettent autre chose en disant puisque je vais passer pas mal de temps au travail, j'ai plus besoin que mon travail me ressemble. Mais après, là où je te rejoins, c'est sur le fait de dire qu'est-ce qui nous manque pour oser, pour avoir la confiance aussi de quitter une situation, de quitter un certain confort pour aller vers ce qui nous appelle vraiment, quoi. L'objet des capitaines, pour moi, c'est aussi ça. C'est de comprendre... Mais encore une fois, ce qui est, selon moi... ce qui est paradoxal, c'est que si on prend le travail, et je trouve que tu l'as très bien expliqué, si on prend cet outil que tout le monde connaît, qui est la pyramide de Maslow, on est passé du travail pour subvenir à des besoins matériels à un travail pour une quête de sens. Chose qui, au demeurant, concerne probablement 300 millions de personnes en Occident. Hein. Tout à fait. Il ne faut juste pas perdre ça de vue. Bien sûr. Donc effectivement, des bacs plus 5 ou plus 8 et des états d'âme sur le sens de leur job, ça ne va pas m'empêcher trop de dormir quand même. Je vais aussi rappeler ça. Mais
Mais quand on monte en haut de la pyramide de Maslow, ce qui est encore une fois très légitime et ce que je souhaite aux 6 milliards restants, il faut le faire en autonomie précisément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois revendiquer que le travail soit un lieu d'accomplissement et déléguer ça à un employeur pendant une période de temps donné. C'est-à-dire que moi j'adore l'idée, mais étoile, si elle t'aidera, pour faire court. Ok. Donc à un moment donné, rien n'empêche à quelqu'un qui considère que le monde du travail ne lui correspond plus en termes de valeur ou en termes de potentiel d'accomplissement, de préparer un projet. Et il n'y a pas besoin, après, en fonction des compétences de chacun, évidemment, à chacun de trouver sa voie, et tu connais mieux le sujet que moi, mais incriminer son employeur. Et au-delà de ça, on voit bien aujourd'hui, puisqu'on est en plein débat sur la réforme des retraites, que la notion même de travail n'est plus acquise, et qu'un certain nombre de gens, j'entends parler de revendication du droit à la paresse, ce qui ne me pose aucun problème, tant que ce n'est pas assujetti automatiquement à la solidarité nationale. Alors depuis le fameux post en question dont on parle depuis le début de l'épisode, j'ai été amené à te suivre un peu plus, et du coup j'ai vu que tu parlais plus finalement, où tu parlais beaucoup plus de politique ou d'économie ou de tes convictions personnelles plutôt que de ton sujet technique qui est la vente. Qu'est-ce qui t'amène à partager un petit peu plutôt cet aspect-là de tes réflexions que sur ton métier ? Écoute, d'abord je suis quelqu'un de conviction, donc j'ai des convictions. On me reconnaît un certain talent pour les exprimer. Et je suis un peu grande gueule. Voilà. Après, je souhaite et je tente d'équilibrer, évidemment, les publications purement professionnelles que celles à visée politique. Après, même si LinkedIn est un réseau professionnel, moi je suis chef d'entreprise, je paye des impôts, donc je m'exprime en tant que citoyen, évidemment. Après, j'ai conscience que je peux être parfois clivant. Et c'est tout le paradoxe, c'est qu'à un moment donné... je me suis dit, pardon de t'interrompre, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas... c'est pas ce côté provoque un peu, est-ce qu'il vient pas... est-ce que ça l'amuse pas aussi quelque part Non mais la réponse est, je vais être franc, j'adore ça. J'adore la provoque. Le point c'est que c'est bien de se faire plaisir, mais il faut accepter les conséquences. Les conséquences, c'est que je travaille avec des entreprises... et qu'à un moment donné, ça peut potentiellement être une difficulté pour elle de travailler quelqu'un qui serait borderline sur certains sujets, avec des prises de position politiques notamment. Donc j'ai plus des prises de position, je dirais, sociétales que politiques, ce qui n'est déjà pas exactement la même chose, qui sont quand même globalement mainstream, c'est-à-dire que je ne prends pas des risques non plus énormes, même si sur la forme, je balance pas mal, mais sur le fond... c'est les écolos en général. Ce que je dis, c'est assez consensuel quand même. Oui. Bon, il y a quand même... parce que LinkedIn, on dit que c'est le Singapour des réseaux sociaux. Comme on y va avec son nom propre, justement, on est un peu plus mesuré que sur certains autres. Mais je me suis calmé par rapport à une époque où je me suis beaucoup exprimé pendant le confinement. Je te suivais moins à cette époque-là. Voilà, donc aujourd'hui, je fais attention quand même, de ne pas être trop clivant parce que concrètement, ça peut me poser des difficultés. Okay. Mais encore une fois, et c'est malheureux, c'est que quand j'ai compris ça et que je me suis appliqué bon, d'abord j'ai du mal. Il m'arrive de faire des posts. Et de ne pas les publier. De les publier, de les enlever. Ah ouais. Ce qui est intéressant. Donc la provoque, mais à un moment donné, je me dégonfle. Mais je me suis dit quand même, voilà, on est dans une société où la parole n'est plus libre. J'avais envie de me laisser aller à une question, la question des inconnus. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais commercial ? Je connais pas la différence entre un bon et un mauvais commercial. Par contre, je connais la différence entre un bon et un très bon commercial. Elle t'intéresse ? Vas-y, je t'en prie. C'est celui qui a suivi le training avec l'exécutif training. C'est facile. En quoi c'est disruptif, justement, tiens, parce que je suis tombé sur les vidéos que tu faisais il y a 9 ans, je crois, sur la force du silence, sur comment... Ah oui, ça date. Il y a même plus que ça, elle date de 2008. D'accord. Je peux dire. Bon. Mais elles ont été remasterisées un peu plus tard. Qu'est-ce que tu as réussi à apporter de disruptif ? J'ai pas encore lu ton livre, mais tu m'as promis que je repartais avec de manière dédicacée. Depuis des décennies, on se focalise sur les techniques de vente.
Je crois que tu l'as dit au début de l'interview, par exemple, la capacité à poser des questions ouvertes. Moi, je vois des commerciaux dans les boîtes avec lesquelles je travaille qui surperforment chaque année, ils ne posent jamais une question ouverte. Donc la clé de la performance, c'est pas de poser des questions ouvertes, c'est pas de fixer nécessairement un premier rendez-vous après un deuxième rendez-vous après un premier rendez-vous. Toutes ces techniques à laquelle on a été formé. Et pour moi, et c'est pour ça que c'est un changement d'approche complet pour les gens avec lesquels je travaille, c'est d'abord une question de process. Executive selling, c'est la traduction un peu américaine d'un truc que nos grands-mères savaient. Hein. Il vaut mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints. Ça n'est rien d'autre que ça. Et aujourd'hui, les modes de fonctionnement, les modes de décision des entreprises font qu'à un moment donné, si on n'engage pas et si on n'a pas le buy-in des bonnes personnes, on peut faire des dizaines de rendez-vous qui n'aboutiront à rien, si ce n'est à nous faire perdre du temps et nous faire espérer quand un truc qui ne va pas arriver. Donc, question de process. Et deux questions. Alors là, pour le coup, c'est très intéressant. C'est quand on rencontre un exec pour la première fois, c'est question de posture. C'est oser dire les choses, oser dire ce qu'on pense, avoir des convictions, ne pas être dans une espèce de soumission joyeuse, parce qu'à la fois on est très souriant, parce que pourquoi il faudrait sourire spécialement un exec, et puis en même temps on n'ose pas le contredire. Voilà, c'est une posture beaucoup plus adulte, très assertif. Donc, on nous bassine depuis des décennies, notamment dans le domaine commercial, sur l'importance de l'empathie. Alors moi, j'ai rien contre l'empathie, hein, c'est formidable l'empathie, et il faut de l'empathie. Mais quand il n'y a que de l'empathie, ça donne des positions personnelles qui sont très chamallows, quoi. Donc la contrepartie de l'empathie, c'est l'assertivité, c'est la capacité à dire les choses. Et quand ce que j'appelle un exec, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même évidemment assez haut placé dans une organisation, prend le temps de rencontrer 30 minutes un commercial qu'il ne connaît pas, d'une boîte qu'il ne connaît pas, c'est pas juste pour avoir quelqu'un de sympa qui lui passe la brosse à reluire, c'est pour avoir quelqu'un qui le challenge sur ses convictions, qui lui donne des idées nouvelles, des perspectives nouvelles, et qui lui apporte de la valeur. C'est pas pour passer un bon moment, hein, son agenda est déjà plein, il n'a pas besoin de s'occuper. Hein. Donc c'est un changement de posture, c'est un changement de logique, c'est un changement d'approche. Donc c'est effectivement disruptif pour les gens qui participent. Et quand tout ça est très bien orchestré, ça produit des résultats commerciaux assez spectaculaires. Je ne sais pas si je t'ai bien vendu le truc là. Il faut signer où, Monsieur Drillon? Vous avez un bon de commande, j'achète. Justement, je voulais utiliser peut-être ta connaissance commerciale pour ramener sur... moi, je m'intéresse aux personnes qui ont envie d'être capitaines de leur vie, donc qui ont envie peut-être d'embarquer leurs proches ou des alliés sur leurs projets personnels, sans parler de se vendre soi-même, mais on parle beaucoup du pitch. C'est un terme encore américain qu'on a, c'est-à-dire une manière de présenter les choses de la manière la plus impactante et la manière la plus concise possible. Comment on pourrait transposer le pitch commercial d'un produit ou d'un service à une démarche personnelle, à un projet, à une envie? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire mais tout le monde n'est pas professionnel. Est-ce que tu pourrais donner tes petites clés à toi? En quelques mots, dès qu'on explique quelque chose à quelqu'un, on cherche à le convaincre, à le persuader ou à le faire adhérer, enfin d'une manière générale. Donc, et tout ça dans un format court. Donc que ça soit un pitch commercial ou que ça soit sur un autre sujet, les règles sont les mêmes. Donc nous on utilise une structure qui est très simple, qui est très facile à reproduire. Tu veux la connaître, c'est ça, hein? Voilà, moi je veux Je t'ai bien fait le teasing. Hein. Vas-y. La structure est la suivante, c'est contexte, drama, valeur. Donc contexte, c'est en 3 phrases, si je prends un pitch court, hein, ce qu'on appelle un elevator pitch, c'est en 3 phrases, voilà le contexte, voilà ce que j'ai observé, voilà ce qui se passe. Le drama, c'est pourquoi ça marche pas. Et la valeur, c'est précisément qu'est-ce qu'on propose pour que ça marche. Je vais te faire le pitch d'executive selling, c'est celui que je connais le mieux. Il est fort. Ben oui, mais au moins... Vas-y, je t'en prie. Pour pas dévoiler ceux de mes clients. Non, mais c'est très simple, l'executive selling.
Cette idée qu'il faut aller parler au bon Dieu plutôt qu'à ses saints, les entreprises l'ont à peu près intégrée depuis une dizaine d'années. Simplement, elles ont beau se répéter année après année, séminaire après séminaire et kick-off après kick-off, qu'il faut absolument aller parler aux bonnes personnes, il ne se passe pas grand-chose. Et en réalité, c'est un problème d'exécution, parce qu'on ne donne pas aux commerciaux, concrètement, les compétences et les outils pour le faire. Et nous, on a tout un programme qui est entièrement dédié à ça et qui permet en quelques mois d'y parvenir. Voilà, donc si tu reprends bien, tu as bien le contexte, drama, on n'y arrive pas, et ce que je propose derrière. Et en fait, j'ai rien inventé, cette structure, c'est celle qu'utilisent Hollywood et Walt Disney depuis toujours. La princesse part se promener dans la forêt. Bon, jusque-là, c'est mignon, mais on s'emmerde un peu. Et puis, la princesse se fait enlever dans la forêt. Ça, c'est le drama. Et c'est vraiment là que l'histoire débute. Et évidemment, après, quelqu'un vient délivrer la princesse. Il faut un guide. Ça, c'est la valeur. Il faut, Alors, après, on peut reformuler la structure avec d'autres mots, mais c'est ça l'idée. Et souvent, les gens racontent des histoires dans lesquelles il n'y a pas de drama. Quand il n'y a pas de drama, il n'y a pas d'intensité dramatique. Donc le drama, c'est en fait le moment où l'histoire commence vraiment. Quand tu regardes un film, généralement, on te campe un peu les personnages au début, et puis ensuite, il y a un événement. Et tout se structure ensuite par rapport à cet événement. Donc c'est une formule, c'est une structure que je n'ai pas inventée, que je suis allé piquer, et qui fonctionne très très bien dans le domaine commercial, mais tu as raison de le souligner, dans tous les domaines finalement. Dès qu'on raconte une histoire, si on veut attirer l'attention, et en fait pour terminer sur cette question, si on regarde cette structure, ça veut dire que en fait, ce qu'on raconte, c'est l'histoire du pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Le pourquoi aussi, voilà. En deux mots. D'où ça vient, par rapport à quelle lecture de ce qui se passe, quelles difficultés auxquelles auxquelles vous êtes confrontés, que j'ai décidé de faire ce que je fais avec l'angle d'attaque qui est le mien. Ok, merci. Une question aussi que j'avais, une des dernières. Alors, c'est pas une lecture avec des regrets de ta vie, mais de se mettre, tu parlais d'empathie, se mettre à la place de quelqu'un qui a 20 ans en 2023, un contexte différent. Qu'est-ce que tu ferais peut-être dans ce contexte-là, si tu avais 20 ans en 2023 ? J'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie, en fait. Donc je ne sais pas si je suis capable de donner un conseil. C'est un peu l'objet de ma question, parce que je me mets aussi à la place de quelqu'un dans ce monde que l'on décrit comme VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Quand on a, tout dépend de notre contexte aussi, et de construire sa vie, de démarrer sa vie active dans ce contexte-là, je me dis que ça doit être aussi parfois troublant. Oui, bien sûr. Donc voilà, fort de ton expérience et de tes expériences accumulées, peut-être qu'est-ce que... Moi, sauf quelques exceptions, je ne crois pas qu'on ait une vision de ce qu'on veut réaliser à 20 ans. En tout cas, moi, je n'en avais pas. Moi, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, il faut expérimenter pas mal de choses. Donc, soyons ouverts aux expériences. Et ensuite, il faut aussi s'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des choses, très vite, on sent pas. Et puis creuser là où on sent, et puis surtout arrêter quand on ne sent pas. Donc c'est pas uniquement des expériences, parce que je vois aussi des gens qui ont des CV où ils ont fait 17 boîtes en 10 ans, donc bon... Est-ce que le CV a autant d'importance qu'à notre époque, je sais pas. Non, le CV a aucune importance, mais par contre, observer le parcours de quelqu'un est instructif. Donc peu importe quel est l'outil, tout le monde a son CV sur LinkedIn aujourd'hui. Donc c'est bien d'avoir des expériences, parce que ça permet, il y a tellement de possibilités dans le monde d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y avait autant de possibilités quand j'avais 20 ans. Il y a tellement de possibilités qu'il faut tester et trouver sa voie. Mais il faut être à l'écoute de soi aussi. Écouter, tester et puis suivre son intuition, quoi. Ouais. Essayer de... C'est-à-dire que moi, si je regarde sur effectivement, depuis que j'avais 20 ans, donc ça va faire 37 ans, ça fait 37 ans, et en particulier sur les dernières années, je pense que quand on débute, on a une espèce de carapace. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas prêt à affronter un certain nombre de choses. Et comme l'intérieur un peu cartilagineux, pas très bien solidifié, on a cette carapace. Et puis, dans la durée, il y a une espèce de mutation, selon moi, qui est une sorte d'accomplissement de soi, c'est qu'on fend l'armure, il n'y a plus de carapace, parce que le noyau est solide.
Et moi j'aime bien cette image, à titre personnel, dur dedans, mou dehors, versus plus jeune, mou dedans et dur dehors. Et pour moi c'est le travail d'une vie, ça. Parce que mou dehors, ça veut dire qu'on est ouvert, ça veut dire qu'on s'expose, ça veut dire qu'on prend des risques, ça veut dire notamment dans les choix personnels, c'est que évidemment on n'est jamais sûr qu'on va réussir, mais on se fait confiance. Et finalement, la confiance, c'est pas un truc, un jour on dit j'ai confiance en moi. Moi, je ne sais pas ce que c'est la confiance en soi, personnellement. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je me fais confiance. C'est-à-dire que je sais qu'il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas à faire ce que je fais. Ou que ça soit une catastrophe. Éventuellement, ça sera très bien, peut-être moins bien, mais je me fais confiance. Après, j'ai pas plus confiance en moi qui que ce soit. Je trouve que c'est un concept un petit peu bizarre, cette histoire de confiance en soi, personnellement. C'est aussi peut-être en accumulant quelques, non pas des échecs, mais des désillusions ou des choses qui tournent pas, qu'on se rend compte que c'est pas si grave et qu'on arrive à s'en relever et que ça nous pousse aussi peut-être à oser davantage au fil des années. Alors je te prends un peu au pied levé, je t'avais pas prévenu, mais peut-être 3 inspirations qui sont pas forcément des bouquins. On a parlé de Sapiens tout à l'heure, mais 3, ça peut être des films, des documentaires, des citations, pourquoi pas. 3 choses qui t'ont marqué, qui ont peut-être marqué un petit peu plus ta vie ou qui t'ont inspiré et que tu recommandes. Et t'as pas le droit de mettre ton livre dedans, cette fois. T'as suffisamment parlé. Un bouquin qui m'a beaucoup marqué, il est là, d'ailleurs en bonne position, c'est Diplomatie, d'Henry Kissinger, qui est à la fois un livre d'histoire absolument incroyable sur l'histoire du monde depuis, en gros, la fin du Moyen-Âge. Moi, je suis passionné d'histoire, donc, et qui est un livre sur la diplomatie. Donc voilà, ces 2 sujets. Enfin, moi, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, qui m'a beaucoup marqué. Ensuite, je pense à un truc qui n'a absolument rien à voir. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que j'arrive pas à trouver le titre. C'est un truc que j'ai dû voir 4 fois sur Netflix. C'est un reportage sur un type en Australie qui va observer une pieuvre. J'ai pas le titre non plus, mais je l'ai vu, ouais. Pendant plus d'1 an. Et qui construit une relation avec cette pieuvre qui est assez incroyable entre un être humain et une pieuvre. Moi, j'ai vu ce reportage, je sais pas, 4 fois, j'ai pleuré 4 fois. Qu'est-ce qui t'a ému ? Il y a d'abord la ténacité, la pugnacité incroyable de ce type. Et à quel point, à un moment donné, on peut nouer des relations avec, je ne sais pas comment le baptiser, un animal quand même. Évidemment, on est habitué qu'un chat, un chien, avec une pieuvre, et pour un peu qu'on soit patient et à l'écoute, tout est possible, quoi. Donc c'est là très touchant. Voir l'intelligence de la vie dans quelque chose qu'on ne soupçonne pas aussi, peut-être, qui est très lointain de nous, et de voir qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Obstination, écoute, patience, incroyable. Okay. Il m'en manque un, mais je ne vois pas là, ça ne me montre pas l'esprit. Ouais, c'est très bien déjà. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Est-ce que voilà, moi j'en ai fini avec mes questions, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais partager ? Je voulais faire un clin d'œil peut-être à des gens que j'aime bien. Et en fait, j'ai institué une espèce de rituel quand j'ai créé mon entreprise. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai démarré seul, et je suis toujours seul en l'occurrence. Mais j'avais évidemment besoin à la fois de conseils et de soutien et d'avis. Pas que de ma compagne, en l'occurrence de l'époque, mais aussi de professionnels. Et donc j'ai créé ce que j'appelais un club des parrains d'exécutifs Selling. Ils sont 6, et je les ai énormément sollicités pendant les premières années, moins aujourd'hui, mais je me rappelle, il y en avait un, je l'avais tous les jours, parce que sur la première version de mon site internet, je disais, à ton avis, je fais ça, enfin bon, je les ai quand même bien sollicités, ils ont joué le jeu, et voilà. Et alors aujourd'hui, je les sollicite moins, même s'ils sont quand même toujours en première ligne, et quand je prends des décisions importantes, je leur demande leur avis. Mais du coup, le truc, c'est traduit par ce que j'appelle le dîner des parrains. Donc une fois par an, on fait un dîner à Paris. L'endroit dépend du résultat de l'année précédente. Donc ça peut être moyen ou beaucoup mieux.
Enfin, après, on fait pas des 3 étoiles, hein, mais on se fait un truc dans un endroit sympa. Et voilà, ça fait maintenant 7-8 ans qu'on fait ça, et chaque année, on se retrouve. Alors finalement, aujourd'hui, Executive Selling n'est plus qu'un prétexte à cette rencontre. Mais c'est un espèce du rituel moi qui m'a aidé en tout cas. Il a créé une espèce de mini-cercle. Alors, c'est pas des actionnaires, hein. C'est vraiment des. Je trouve que c'est une bonne idée avec le recul, et je termine en leur faisant un clin d'œil. Chers parrains, merci. Très bien. Moi, j'ai un peu l'équivalent, tu vois. Toi, Parrain, ça me ramène à, bien sûr cette trilogie de la mafia, même si c'est pas ce que tu y mets derrière, j'ai bien compris que c'était Parrain à un autre sens. Moi, je l'ai pas encore formalisé parce que mon projet est tout jeune, mais je l'appelle le cercle des belles âmes, tu vois. Donc, c'est très joli aussi. Parce que justement, il contribue un peu de manière désintéressée, même s'ils doivent y trouver leur compte. Mais voilà, j'ai besoin aussi de ce cercle qui nous fait grandir. Cet épisode touche presque à sa fin et j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mon invité en lui posant à chaque fois la même question, qui est un peu la question centrale. Cette question va relier un petit peu la première que je t'ai posée. Ce serait quoi la définition pour toi d'être capitaine de sa vie ? Et je te laisse généreusement 10 secondes pour y réfléchir. Le temps pour moi aussi de faire des remerciements déjà aux auditeurs et auditrices et spectateurs et spectatrices pour leur retour et puis leur message. Et puis j'aurai plaisir à retrouver un prochain invité dans mon exploration de sens le mois prochain. Et je termine également par une citation, tu vois, on en a beaucoup parlé, de Léonard de Vinci lui-même, qui était très à propos par rapport à ton poste, qui disait lui-même « Le mouvement est le principe de toute vie ». Donc ça me semblait bien collé avec l'épisode du jour. Juste avant de te laisser le mot de la fin, parce que c'est vraiment toi qui termineras, je te remercie une nouvelle fois de nous avoir reçus chez toi et du temps que tu as accordé à ça. La question à 1 million d'euros. François Drillon, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Tout simplement, c'est d'être au service de ses rêves à soi, ou de son rêve, et puis au service du rêve des autres. Ce qui veut dire prendre le risque et oser, et se faire confiance. Merci François, à bientôt.